Attention, vous écoutez un programme audioactif. Si vous êtes un fan de super-héros, ou plus généralement de comics, quoi de mieux que d'avoir une de ses propres histoires publiées chez DC ou Marvel? Et d'ailleurs, si on vous donnait la possibilité de vous exprimer dans ce milieu, que feriez-vous? Un comics tout neuf, entièrement inventé par vos soins, avec l'espoir secret de devenir le prochain Robert Kirkman, à la tête d'une franchise comme Walking Dead? Ou bien ne serait-il pas mieux de travailler sur des personnages iconiques tels que Spider-Man ou Batman? Eh bien, quelques personnalités du monde du spectacle ont eu cette chance. À la base, fans de comics, elles ont su tirer parti de leur célébrité pour transformer leur fanfiction en vraie histoire disponible à la vente dans les comic shops. Des comédiens de stand-up, un réalisateur de films geek qui va carrément relancer plusieurs franchises, des actrices de second plan, des chanteurs de rock ou même des superstars du catch, tous les profils existent parmi les célébrités s'étant frottés à l'écriture de comics. Vous l'aurez compris, dans cet épisode de One Shot First, ce mois-ci nous allons parler d'épisodes uniques ayant pour vedette non pas le personnage des comics, mais bien ces scénaristes occasionnels souvent aussi célèbres que les héros qu'ils écrivent. Vous écoutez One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. J'aurais voulu être Smith français, Spades. Bonjour. Salut Spades. Comment va? Ah bah ça faisait longtemps, hein, donc on revient pour un épisode de Noël. Ouais. Pas du tout sur Noël. C'est pas un cadeau, hein, ce qu'on a lu. Non, on s'est pas fait plaisir là. Toi, tu m'as fait plus de cadeaux que moi que je ne t'en ai fait. Hein. Oh là, c'était... Oh, on a bien rigolé. C'est au moins ça. Bien, je sais pas, un peu jaune en tout cas. On va en reparler en tout cas en parlant chacun justement des épisodes qu'on a choisis. Je rappelle les règles, un titre DC, un titre Marvel et un titre indépendant chacun. Et on attaque avec Marvel, avec le titre que tu as choisi. De quoi vas-tu nous parler? Tu connais Batman The Long Halloween? Oui, Jeff Loeb et Tim Sale. Donc en fait, c'est pas du tout le titre dont je vais parler. D'accord. Puisque le titre dont je vais parler, c'est Spider-Man The Short Halloween. Déjà là, on sent l'humour potache. Voilà. Donc c'est sorti en mai 2009 et ça a été écrit par Bill Hader et Seth Meyers. Donc ce sont deux stars du Saturday Night Live show. À l'époque, oui, en tout cas, ils y sont plus maintenant, mais à l'époque c'était des stars du SNL. Ouais. Oui, mais bon, tu restes une star du Saturday Night Live show toute ta vie, je pense. C'est ça. Et en fait, donc pour expliquer un peu mieux à nos auditeurs qui ne connaissent pas, donc le Saturday Night, c'est une émission, c'est l'émission de comédie par référence. Tous les plus grands comiques de ces 40 dernières années sont passés là-bas en tant que soit auteur, soit en tant que comédien. Il y a des personnages du Saturday Night Live qui sont devenus cultes comme Wayne Sword ou MacGruber aussi. Et donc Bill Hader et Seth Meyers font partie de la génération du début des années 2000. Et si ils sont quasiment inconnus de ce côté de l'Atlantique, Bill Hader en fait est une ultra méga star en tant qu'acteur, ou en fait on le convoque toujours pour des seconds rôles, mais c'est parce qu'il est plus attiré par ça que par des grands rôles. Et Seth Meyers lui est présentateur star du Late Night with Seth Meyers. Donc il a pris la suite de Jimmy Fallon à l'époque. Donc c'est vraiment des spécialistes de la comédie, c'est des très bons auteurs et des très bons acteurs dans ce style-là. Sur ce comics, ils se sont fait accompagner au dessin par Kevin Maguire. Il y a pire. Il y a pire, hein, Justice League International notamment, qui est un bijou d'humour aussi. Hein. Et donc, pour résumer l'histoire, notre bon vieux Spidey, il déteste Halloween. Parce qu'à Halloween, tout le monde se déguise. C'est ça. Donc, va reconnaître tes ennemis quand t'as 72 bouffons verts qui se baladent en plein milieu des rues. Et justement, ce soir d'Halloween, il traque un voleur costumé qui va un peu perdre dans la foule. Et il va avoir un accident qui fait qu'il va être confondu avec le pote bourré de deux débiles qui vont le ramener chez eux. Puis forcément, ça tourne mal. Attention, il n'est pas bourré, hein, parce qu'il faut pas que sa petite amie apprenne qu'il est bourré. et comment dire, ce titre, c'est totalement dans l'esprit des deux comédiens. C'est totalement con. Ça joue à la fois sur des dialogues parfaitement ciselés, mais totalement débiles, sur des situations embarrassantes et totalement cons encore une fois, et des personnages complètement abrutis. Ouais, tous autant qui sont. Il y a pas à sauver, il y a des vannes qui sont typiques vraiment de Hader et Meyers. Je pense notamment à la chute d'étagère, le joli plantage qui est vraiment typique du moment de honte que se tapent les personnages que va jouer Hader. C'est... perso, moi j'aime beaucoup ce comics, il me fait bien marrer. Ouais, c'est un comics un peu loufoque, comment dire, c'est pas le comics du siècle. Ouais. Ah non, très clairement. Hein. Mais comme ça, pour un comics ponctuel qu'on va lire vite fait entre deux bonnes histoires, c'est vraiment très sympa, c'est très fun. C'est un peu dans la lignée de ce qu'a pu faire Nick Spencer avec ses comment il s'appelle, les Superior Foes de Spider-Man. Ouais. C'est vraiment dans cet humour-là. Là, en gros, si vous avez aimé le film Super Grave, justement, où Bill Hader joue l'un des deux flics complètement débiles. Un des deux flics, ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. C'est complètement décalé, les personnages, il y a personne à sauver,
crever tellement ils sont totalement abrutis. Que ça soit donc le vrai groupe de méchants qui est là, qui est... Ben, en fait... Ah bah, qu'il y a une occasion unique de se débarrasser de Spider-Man, mais sauf ils ont le mauvais entre les mains. Et le truc, ouais, ça joue beaucoup sur les références geeks. Donc, notamment, Spider-Man se fait rapatrier chez donc Shaun of the Dead et Hunter S. Thompson de Las Vegas Parado. Ceux qui vont aller se faire péter la gueule quand même par des faux bouffons verts et Doc Octopus. C'est totalement con, mais c'est très drôle, quoi. La copine du copain bourré qui va soulever le masque de Spider-Man. Mais c'est qui ce gars là? Je m'en fous. Moi je veux mon copain. Tu vas se faire entoiler la gueule, hein, quand même. Bah oui. C'est forcément une blague, un comics de Heather et Meyer sans blague graveleuse, ça aurait pas été normal. Mais ils ont fait en douceur quand même. Par contre, gros souci sur ce comics. La colo totalement dégueulasse. Ouais, la colo couplée à l'ancrage, c'est assez gras, quoi. C'est gras, et puis ça gâche le trait de Maguire, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Mais bon, de tout ce qu'on a lu, je pense, là, on va y revenir, on reviendra à la fin, mais on commence par le meilleur. C'est probablement le meilleur de la sélection. Celui-là, on vous le recommande vraiment. Et donc, en VO, on le trouve facilement single encore, hein, forcément. Et par contre, en VF, on le trouve dans le tome 2 de Spider-Man Un Jour Nouveau, donc Brand New Day, hein, très bonne idée de le mettre là-dedans, qui est sorti dans la collection Best of de Panini. Donc on va continuer sur Marvel, et c'est toi qui as choisi un titre. Ouais, on enchaîne avec un titre récent qui est sorti en 2015, l'annual de Thor, qui est signé CM Punk et Rob Guillory. Alors c'est un annual en 3 parties, dont 2 des parties, les 2 premières parties sont signées Jason Aaron et Noel Stevenson, et la 3e, celle à laquelle nous allons nous intéresser, est une courte histoire d'une dizaine de pages signée CM Punk. Donc, alors au dessin, on en a déjà parlé dans un autre épisode. Rob Guillory, c'est le dessinateur de Chew. Donc on vous invite à aller écouter l'épisode qu'on avait sorti à l'époque. On se rappelle, il a un très cartoon et plein d'humour. Et cet épisode, en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est un épisode cartoon plein d'humour. Et le vrai talent de Guillory, on en parlait juste avant d'enregistrer l'émission, c'est de cacher des gags un peu partout dans le décor. Et là, il va le faire aussi sur ce Thor. C'est la partie la plus drôle de cet épisode. Alors, en fait, il sauve totalement l'épisode. Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est pas un grand épisode. Bon, on va revenir, hein, parce que le vrai attrait pour moi, ce qui fait pour lequel je l'ai choisi, c'est l'auteur, c'est CM Punk. Son vrai nom, c'est Philip Brooks. Alors, je sais pas si nos éditeurs le connaissent. Moi, je le connaissais pas avant de préparer l'émission, mais il est très connu pour les gens qui s'intéressent au catch, parce que c'est une superstar du catch. Alors lui, en plus, c'est un lutteur qui a tout connu. Hein. Il est commencé dans les toutes petites ligues indépendantes et il est devenu carrément champion de la WWE jusqu'à sa retraite en 2014. Et en 2014, il s'est mis au vrai sport, le sport non scénarisé, puisqu'il a rejoint l'UFC, l'Ultimate Fighting Championship, où il combat en MMA, mix. Non, il a combattu une fois, il s'est pris une tollée, plus jamais. Hein. Ah ouais, tu t'y connais mieux que moi là-dessus. Hein. Mais moi, j'allais dire que c'est Van Damme dans Full Contact, donc non, en fait, c'est pas Van Damme. Alors. Non, en fait... c'est le petit chinois qui perd au début. CM Punk, ça a été une véritable icône du catch pendant un bon moment. C'est vraiment... Ça a été une des méga stars de la WWE. Bah, faut dire ce qu'il y a. Il a une vraie belle gueule. Hein, il a une belle gueule, il a une super technique, il a un personnage. En fait, quand il tient le micro, excellent. Il sait tenir la foule. Ok, donc un bon charisme. Voilà, moi la première fois que je l'ai découvert, ça a été donc dans une sous-fédération de la WWE qui s'appelait la ECW, où c'était des matchs un peu plus hardcore, où ils finissaient en sang assez régulièrement les gens. Et la première fois que je l'ai vu, donc il devait faire un match, donc il croise son adversaire dans le couloir. Il chauffe un peu, puis il regarde son adversaire et puis il lui dit « Allez, bonne chance ». Et son adversaire lui répond « Ben, je crois que selon toi, la chance était pour les losers ». Ouais, c'est ce que je dis, bonne chance. Tu vois ça, tu fais « Là, lui, il est cool ». et voilà, le truc, c'est que en plus, il est vraiment techniquement très bon. C'est un vrai bon athlète qui avait des vraies techniques très cool. Et le truc, c'est que ça s'est très mal fini avec la WWE. Donc en fait, il a été gravement blessé au dos. Selon lui, la WWE a minimisé sa blessure et l'a forcé à combattre. Donc en fait, il y a un gros conflit juridique avec la WWE qui est en cours. Et donc après son départ qui s'est très mal passé de la WWE, il a voulu faire le malin en allant faire du MMA et il s'est pris une tôle même magistrale. Je crois qu'il est même pas resté 40 secondes sur le ring. Ah ouais, à ce point-là, d'accord. Ouais, pas cool. Non, c'est dingue. Quand je te dis qu'il s'est pris une tôle, c'est une vraie tôle. Hein. C'est autant on a plusieurs catcheurs qui ont fini dans les rings de MMA que lui, il était pas taillé pour. Et malheureusement, il est pas taillé non plus du tout pour l'écriture de comics. Non, c'est pas
honteux ce qu'il a écrit, juste pas bon. Ouais, bah on va en venir un petit peu sur sa carrière justement parce que la vraie passion outre le sport de CM Punk, c'est les comics. Et c'est un vrai gros lecteur, il lit tout. Alors j'ai lu des interviews de lui dans lesquelles il explique qu'il lit tout du mainstream indépendant. Il parle de sa passion pour Ed Brubaker ou pour Jason Aaron. Alors c'était une interview qui datait de l'époque à laquelle il a écrit justement cette histoire de Thor, donc il était de bon ton de citer Jason Aaron, j'imagine. Mais en tout cas, sa passion pour les comics est devenue connue dans le monde du catch et en dehors, à tel point qu'après cette courte expérience sur Thor, Marvel lui a carrément proposé d'écrire son titre. Oui, ben oui. En 2016, il a écrit Drax pendant un an. Alors Drax, si vous avez vu le film Guardians of the Galaxy, c'est le Destroyer, c'est une création de Jim Starlin dans le Iron Man 55. Et justement, pour ceux qui ont vu Guardians of the Galaxy, le personnage... il y a un autre catcheur dedans. Le personnage, c'est quand même Batista, l'une des superstars du catch de l'époque de CM Punk d'ailleurs. D'accord. Et donc oui, le Drax qui a été inventé dans le même numéro que Thanos à l'époque. Oui. Donc c'est un personnage très important. Et donc il va écrire ce Drax pendant un an avec Cullen Bunn, un co-scénariste, le très grand Cullen Bunn. Et il va connaître avec ce comics un succès que nous qualifierons de modeste, puisque chaque épisode va se vendre aux alentours de 10 000 unités. Oui. Ce qui est, pour Marvel, c'est impossible de garder un titre. Mais j'ai pas lu le titre, donc je peux pas dire ce que ça vaut, mais... Drax, j'ai tenté le premier pour préparer cette émission-là, voilà. Donc c'était bien, le premier, voilà, ça suffit. Non, moi, j'aime pas Cullen Bunn. Ouais, déjà, donc, on est deux dans ce cas-là. Hein. Mais bon, revenons à l'histoire de ce comics. De quoi ça parle? Alors c'est une histoire très simple. Le jeune Thor, donc c'est le Thor bien avant qu'il soit suffisamment capable de soulever Mjolnir, il ne rêve que d'une chose, donc de le soulever. Et quoi de mieux qu'un concours de picole pour prouver sa valeur? Et quel meilleur adversaire que Mephisto? Est-ce que le fait de pouvoir battre Mephisto à un concours d'alcool sera suffisant pour sauver le marteau? On l'apprendra dans cet épisode que je qualifierais de sympathique, mais pas plus que ça. Voilà, c'est ça. C'est en fait le gros problème, c'est que CM Punk va pas assez loin dans l'humour. C'est limite premier degré, quoi. Ouais. T'enlèves les dessins cartoony de Rob Guillory, c'est une histoire qui se prend vachement au sérieux par rapport à la bêtise de ce que ça raconte, quoi. Il y a des très bonnes idées visuelles, hein. Moi, le mug Galactus, je le veux, hein. il est tellement chouette, c'est pile poil. Mais le truc, ouais, c'est comme il y avait tellement à faire, parce qu'on voit Loki qui essaye de plus ou moins prendre parti pour Mephisto pour faire tomber Thor. Il y avait moyen de faire des trucs très drôles, et en fait, il en profite pas. Après, il était peut-être limité en nombre de pages. Ouais, c'est ça fait une petite dizaine de pages. Voilà, en fait, c'est une histoire sur 3 dans l'annual, donc... Mais les gags se résument à ce que vont boire Thor et Mephisto, qui va être de plus en plus dégoûtant, mais c'est de l'humour niveau classe primaire, quoi. Ouais, c'est du pipi caca. Enfin là, pour le coup, c'est du vomi, quoi. Ouais, en plus, c'est des blagues de vomi, en plus, il y en a un paquet. Et en fait, le seul bon gag, c'est qu'en fait, CM Punk est ce qu'on appelle un straight edge, donc ce qui veut dire qu'il ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. Et un comics uniquement là-dessus. Sur une murge. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, on vous conseille pas forcément la lecture. Donc, si vous voulez le lire en VO, donc ça a été collecté plusieurs fois par DC en TPB. On le trouve aussi en single. En français, j'avoue que j'ai pas regardé, je sais pas. Il a été publié dans la revue Avengers Now numéro 5 d'octobre 2015. Parfait. Mais en fait, je te suspecte d'avoir lancé l'idée de ce numéro de One Shot First à cause de celui-là, juste à cause de Rob Guillory. Ouais, non, tu verras, c'est pour un autre numéro que j'ai eu cette idée-là parce que j'ai voulu caser le nom de mon idole et voilà, je le casse dans chaque numéro, tu le reconnaîtras quand je le prononcerai. On enchaîne avec DC, tu nous as choisi quoi? Un titre hilarant, encore une fois. Oui, donc j'ai triché. One Shot First, on choisit des one shots, c'est normal. Là, en fait, j'ai carrément pris un graphic novel. C'est ça, ouais, il fait une centaine de pages. Voilà, donc j'ai choisi Superman True Grit, qui est sorti donc chez DC et Titan Book en collaboration. Donc Titan Book, c'est l'éditeur qui édite à peu près tout DC en Angleterre. Ouais. Et c'est sorti en octobre 2004. Et pourquoi j'ai choisi ce titre-là? Parce que déjà au dessin c'est John Byrne, même si c'est c'est pas un très grand John Byrne, hein. Mais c'est du John Byrne quand même. Ouais. Voilà. Et surtout c'est écrit par une légende absolue, Monsieur John Cleese. Donc la légende des Monty Python, un poisson nommé Vanda. Voilà, tu dis si t'as envie de te marrer et que t'aimes l'humour anglais, tu vas lire du John Cleese. Ah ça pour le côté humour anglais, on est servi. Ah ça peut-être un peu trop en fait. Hein. Ouais. Donc pour vous résumer l'histoire, et si en fait Superman n'avait pas atterri en plein milieu du Kansas à Smallville, mais qu'il avait atterri dans le Somerset anglais. Superman Red Son, mais en Angleterre. Voilà. En fait, le problème, c'est que s'il avait été élevé dans le Somerset anglais, il aurait été anglais. Et c'est le gros problème du comics, c'est que c'est de l'humour anglais, ce qui n'est pas un problème en soi, vu que j'aime beaucoup ça.
Mais là, c'est s'appuie très, très, très fortement sur tous les clichés de la culture anglaise. C'est en gros comme si on avait fait un Elseworld sur Superman en France, comme tu disais, ça aurait donné Super Dupont. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Autant Super Dupont, je trouve ça très drôle sur quelques pages, mais est-ce que je me taperais un graphic novel de 100 pages sur Super Dupont? Et je suis pas sûr. Ouais, on s'en lasse très vite en fait. Une fois qu'on a compris ce que John Cleese veut faire, c'est-à-dire reprendre tous les archétypes de Superman mais en version anglaise, ça devient vite redondant. Et les gags nous font même plus rire en fait parce qu'on les voit arriver. Mais voilà, on les voit arriver, on les a déjà vus arriver avant tellement de fois qu'en fait ils deviennent, c'est des gags classiques quoi. Ouais. C'est hyper classique et il y a des gags en fait si tu connais pas vraiment la culture anglaise, tu passes complètement à côté. À un moment donc Superman va se révéler en sauvant donc les Ruttles, et donc une parodie des Beatles. Et le truc c'est que les Ruttles, tu peux te dire ouais c'est une parodie qui a été inventée pour le comics, mais en fait non, les Ruttles c'est une parodie des Beatles qui existe réellement en Angleterre, qui ont sorti des disques, qui ont fait des documentaires, qui ont une vraie carrière musicale depuis les années 70, et qui a été inventée donc cette parodie par Eric Idle, donc un autre des Monty Pythons quoi. Et voilà, sorti de ça, si tu le sais pas, qu'est-ce que tu comprends à ça, quoi. Alors, outre ces gars qui sont un peu lourds, il y a quand même de sacrées bonnes idées dans ce comics. Oui. On en parlait avant d'enregistrer l'émission, le fait que notamment, il y a une vraie critique des tabloïds anglais. Ouais, et du sensationnalisme. Voilà, parce que Clark Kent, justement, quand il n'est pas en Superman, son patron passe son temps à essayer de lui expliquer qu'il faut inventer des scoops, carrément. Oui, et même il va sortir officiellement des scoops complètement faux sur Superman, quoi. Ouais. Genre le fait qu'il fréquente Elizabeth Turley. Donc vous aurez remarqué l'humour, hein, voilà. C'est de 2004, hein, c'est les stars de l'époque. Mais bon, il y a aussi des vannes qui savent te prendre au dépourvu, hein. Moi, le Batman, je l'avais pas vu venir. Quand le Batman s'est révélé, j'ai éclaté de rire. On peut raconter cette scène, elle vaut le coup quand même, parce que le bat, c'est aussi, comme en français, en l'occurrence une batte de cricket. Ouais. Donc le Batman dans cet univers, c'est un personnage qui se retrouve avec une batte de cricket enfoncée dans le bide. Donc c'est l'homme bat. Voilà. Mais je m'attendais tellement, surtout qu'en fait on voit l'accident une trentaine de pages avant. Tu réagis pas sur le coup, tu vois la vanne arriver. Ah, mais j'ai éclaté de rire tellement je m'y attendais pas. Ça, c'est vraiment drôle, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à en vouloir à ce comics, parce que là, il m'a franchement fait rire, mais d'un côté, je lui en veux, parce qu'il m'aurait fait ça sur les 100 pages. Ah, mais j'aurais tellement ri, quoi. Bah oui, c'est ça. J'allais dire, c'est presque fainéant pour du John Cleese. C'est totalement. Il s'est trop reposé sur ce qu'on attendait de lui, je pense. Ouais, c'est ça, Il est pas sorti de sa zone de confort assez, c'est décevant. Décevant, ouais. Mais pour le coup, il est inédit en France. Est-ce que je conseille de le lire c'est par sympa d'y jeter. Ouais, c'est ça. C'est sympa d'y jeter un œil, mais ouais. Si vous le dégotez pour pas trop cher chez un bouquiniste, ouais, ça vaut le coup de le prendre. Après, de craquer 15-20 euros pour ça. Ah non. Non. Voilà. Mais par curiosité, ouais, c'est intéressant. Et sinon, toi, tu nous as choisi un titre beaucoup plus récent, je crois. Ouais, encore récent, parce qu'il date de l'année dernière. Le Doom Patrol, donc le volume 6, le numéro 7, écrit par Gerard Way et dessiné par Michael Red. Alors, Gerard Way, qui c'est ? Gerard Way, c'est un musicien célèbre, en tout cas pour certaines personnes. Fondateur et chanteur du groupe emo rock My Chemical Romance. Je crois que tu es très fan. Tellement. Oh la vache. Là, j'ai envie de me tailler les veines. Alors, pour le coup, ils ont rapporté un énorme succès dans les années 2000. Hein. Oui. Bon, c'était la mode, du emo. Ouais. Alors, ce qu'on sait moins, c'est qu'avant la création du groupe, Gerard Way, il était dessinateur de presse. Il avait même d'ailleurs bossé chez Cartoon Network et chez DC Comics, avant de se concentrer sur son groupe My Chemical Romance. Et c'est suite aux attentats du 11 septembre 2001 qu'il s'est vraiment décidé à lancer sa carrière musicale, qui végétait jusque-là. Il s'est dit, la vie est trop courte, il faut que je laisse ma marque. Ouais, Gerard Way, on va y revenir, il a plutôt une haute opinion de lui-même. Un petit peu. Mais en tout cas, parallèlement à sa carrière de chanteur, en 2007, il va revenir dans le monde du comics et va créer une équipe de super-héros pour Dark Horse, The Umbrella Academy, qui va scénariser et dessiner lui-même, avant qu'il se rende compte qu'il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux au niveau dessin. Donc il va demander à Gabriel Bad de redessiner l'ensemble. Et la série va rencontrer un vrai succès, puisque Way va remporter un Eisner Award, carrément. C'est loin d'être un mauvais titre. Ah ouais, il y a 2 autres mini-séries qui vont dans cet univers, qui vont suivre, et une série télé même en développement, je crois. Oui, qui devrait arriver sur Netflix courant l'année prochaine avec Ellen Page au casting. Après, non, c'est Umbrella Academy, c'est vraiment un titre sympa. On aimerait bien qu'il le finisse.
Et après lecture, parce qu'en fait c'est censé être une trilogie, les 2 premiers volumes sont sortis, il y a un volume en fait d'histoire annexe qui est sorti. Mais le 3e est en cours de parution maintenant, hein. Je crois qu'il y a 2 numéros qui sont sortis. Ah bah enfin, parce que là franchement je te dis, en lisant cet épisode de Doom Patrol, j'avais envie qu'ils s'y mettent au plus vite. Hein. Mais il va écrire d'autres comics après, notamment un autre qui est plutôt sympa, qui s'appelle The Fabulous Killjoys, qui est en fait, alors ça je savais pas, c'est basé sur un album concept de My Chemical Romance. Moi je l'aime bien parce que c'est Becky Cloonan qui fait les dessins, que j'aime beaucoup Becky Cloonan. Mais c'est suite à l'arrêt de son groupe et à partir de 2016 qu'il va vraiment se lancer à fond dans le comics, parce que DC va carrément lui donner son propre label destiné à un lectorat adulte au sein de DC qu'ils vont appeler Young Animals. Donc il va écrire lui-même une série qui s'appelle Doom Patrol, et il va aussi co-écrire Kev Carson as the Cybernetic Eye, et il va co-créer le personnage de Mother Panic. Donc et en plus il sera en consultant de création sur toutes les autres histoires publiées par le label. Donc il y en aura d'autres, il y aura Eternity Girl entre autres, je sais plus trop quelles autres séries. Shade, voilà. Ça va durer 2 ans, ça va rencontrer un succès on va dire critique. Par contre, ce sera un vrai échec public. Critique, c'est même pas, quoi, parce que ça a jamais été vraiment encensé, quoi. Bah, j'allais dire par certains milieux, quoi. Mais ouais, mais ça s'est vite essoufflé, quoi. Ça a été sur les premiers numéros, c'est comme la ligne Wildstorm qui a été faite. Les premiers numéros ont été plutôt salués, puis après plus personne savait que ça existait, quoi. Bah, parce que ça se vendait pas, en fait, donc tout le monde s'en foutait, hein. Mais alors, ouais, va quand même en profiter pour développer des thèmes qui lui sont chers, notamment les questions de genre et l'identité sexuelle, parce que c'est quelque chose qui lui déjà à l'époque de My Chemical Romance, apparemment c'était vraiment ce qui lui tenait à cœur. Donc il a essayé de faire ça dans son label, bon, ça a pas pris. Alors ce Doom Patrol 7, de quoi en est-il? C'est un épisode vachement bizarre. Déjà, surtout pour les non-habitués de la Doom Patrol. Déjà, faut savoir ce que c'est que la Doom Patrol. C'est une équipe de super-héros, mais composée de parias de la société, qui souffrent de divers handicaps ou de pouvoirs un petit peu bizarres ou des problèmes physiques. Et à leur tête, ils ont un chef, donc The Chief, qui est un scientifique qui pour la plupart d'entre eux, en tout cas, les a sauvés en leur trouvant soit des traitements, soit des prothèses qui leur permettent de continuer à exister. Et c'est pour ça, à mon avis, que Gerard Way s'est pris de passion pour cette équipe, parce que c'est une équipe de rebut de la société, lui-même venant un peu du emo rock. Je pense qu'il s'est reconnu dans cette équipe, quoi. En fait, son amour de la Doom Patrol, tu le sens déjà dans Umbrella Chronicles, quoi, parce que ça, en fait, ça présente une galerie de personnages qui est déjà tout pété de base. Ah, c'est vrai, c'est ça, c'est des gens cassés, donc comme la Doom Patrol. Ouais, c'est en fait la Doom Patrol, c'est des misfits des super-héros, quoi. Ouais, bah, justement, je pensais à ce mot-là, misfits, et je me suis dit comment je pourrais traduire ce mot-là, mais paria. Des parias. Alors, cet épisode, il est centré sur le chef, justement, qui essaie de retrouver sa place au sein de l'équipe, parce qu'il faut savoir que le chef, c'est un bel enfoiré qui passe son temps à trahir les membres de son équipe dans ses propres intérêts. Et comme je le disais au début, au dessin, on a Michael Red qui s'en donne à cœur joie. C'est vraiment, vraiment très joli, très fun. Ça part dans le loufoque dans tous les sens. C'est psychédélique à souhait. Et ça fait énormément référence à l'histoire de la Doom Patrol, et notamment à je pense à l'idole de Gerard Way, c'est Grant Morrison, où le run de référence sur la Doom Patrol est écrit au début. C'est quoi? C'est fin des années 90? Début des années 90 plutôt. Début des années 90 par Grant Morrison, et il fait clairement référence tout le long de cet épisode et tout le long de son run, en fait. Ouais. Mais le problème, c'est que l'élève n'égale pas le maître, quoi. Là, pas du tout, quoi. C'est fade, hein. Pourtant, graphiquement, comme je disais, il y a tout pour que ça nous plaise. Mais Allred, c'est énorme. La hein. prestation de Allred est irréprochable. Voilà, comme d'habitude avec Allred, quoi. Le truc, c'est que là, non seulement Way essaie de faire des références à un run qui est bien supérieur au sien. Oui, bah là, il n'y a pas photo. C'est indéniable. Mais en plus, il le fait de telle manière qu'il est du genre à se tripoter les tétons en disant « Ouh, tu la sens, ma grosse référence ?» Non, mec, putain, arrête, quoi, c'est relou. En fait, il se trompe dans les deux sens, parce que c'est illisible pour quelqu'un qui n'a pas lu un run, donc qui a 25 ans maintenant. Donc, je pense que beaucoup des lecteurs de la Doom Patrol actuelle n'ont pas lu le run de Grant Morrison. Donc déjà, il perd tout ce public-là, et il perd en plus le public qui connaît la Doom Patrol de Grant Morrison, parce qu'il lui arrive pas à la cheville. Non, franchement, c'est pas bon. Et puis même, il essaie de faire du non-sensique et du bizarre pour vraiment aller avec le style de Allred. Allred, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, on le verrait très mal faire un truc classique. C'est un auteur qui a vraiment un style très pop art. Ouais, et c'est ça. Le truc, c'est que Allred, c'est génial, avec vraiment une histoire très très décalée. Mais si tu veux lire du bon Allred récent, va lire Silver Surfer, hein, lis pas Doom Patrol, quoi. Parce que là, en fait, Way loupe tout ce que fait bien Dan Slott sur Silver Surfer. Je suis complètement d'accord. Et en plus, là, j'ai choisi cet épisode-là, c'est un des plus réussis de la série. Mais c'est triste, hein. Non, mais en fait, moi, je crois que c'est le gros problème de toute la ligne Young Animal, c'est qu'au final, elle est pas du tout
new reader friendly, quoi, pas du tout accessible à des jeunes lecteurs, mais qu'en fait, ouais, quand t'as connu ce à quoi il fait référence, parce que c'est que des vieilles séries très, on va dire... Ouais, à part Mother Panic, c'est que ce sont que des séries de la grande période de Vertigo, en tout cas du début de Vertigo. Et si tu connais ça, tu peux regarder la ligne avec un sourcil levé et tu fais, mais pourquoi? Et c'est con parce que honnêtement Umbrella Academy, j'ai vraiment aimé ce titre-là à l'époque où il l'a sorti, et bah en fait oui c'est ça fait pchit quoi. Ouais, c'est pchit, ouais, vraiment c'est ça. Bon, alors à ma connaissance c'est pas sorti en VF, non. En VO c'est disponible en single et ça a été collecté en TPB. Il y a 2 TPB qui ont toute la Doom Patrol. Je vous conseille pas forcément l'achat si vous l'avez pas lu. Ou alors si vous êtes des complétistes, prenez-le maintenant parce qu'à mon avis c'est le genre de truc que DC va mettre beaucoup d'années avant de republier ça. Ouais, alors pour le coup la série est loin d'être exceptionnelle, mais graphiquement tout du long c'est du très haut niveau. Il y a Nick Derrington notamment qui a fait beaucoup d'épisodes de cette série et c'est très très beau quoi. Bon, on enchaîne avec l'indé pour terminer, et tu nous as choisi. Ah, tu m'en as voulu, hein. Un petit peu. Enfin non, disons que tout ce que j'ai choisi moi était bien pire que ce que t'as choisi, donc je peux pas vraiment t'en vouloir. Bien pire, je crois que là, quand même, avec ce titre-là, ouais, je reprends un peu la tête, je pense. Là, c'est dur, là. Donc en fait, j'ai choisi The Black Pearl numéro 1, sorti en septembre 96. Ça en laissant les années 90. Ah, ça oui. Ah là, on les a bien sentis, là. Dessiné par H.M. Baker, qui est en fait un pseudonyme pour un dessinateur d'origine serbe, je crois. Ouais. Et qui entre autres... Il a pas fait une grande carrière, et c'est tant mieux. Non, pour l'époque, c'est pas honteux. Ouais. J'ai vu des trucs des années 90 bien plus dégueulasses que ça. Ah ouais, c'est sûr. Là, c'est un peu dans la lignée de ce que faisait Rick Leonardi. Ouais. Ah, c'est vraiment pas ma cam. Non, c'est plus ma cam non plus, hein. Même à l'époque, ça devait pas l'être des masses. Entre autres, donc ce dessinateur a aussi bossé sur la série Ghost, une excellente série de Dark Horse qui est très peu connue de notre côté. Mais surtout, donc, ce qui nous intéresse, c'est les auteurs. Parce que ouais, ils sont mis à 2 quand même pour écrire ça, hein. Donc tout d'abord, Eric Johnson, mais lui, on s'en fout. Et surtout, Mark Hamill. Ah ouais, quand même. Et ouais, donc c'est Luke Skywalker qui a écrit ça. Bon, c'est Luke Skywalker à l'époque où il jouait dans The Giver. Neutronix. Luke Skywalker, en dehors de Luke Skywalker et de faire la voix du Joker, elle a pas fait grand chose de sa carrière. Ah ouais, non mais là c'est vraiment la période où il était même plus dans le creux de la vague, hein. Il avait là il était au fond des océans, hein. Et donc en fait, The Black Pearl à la base se destinait à être un film qu'il a essayé de vendre aux producteurs. Les producteurs lui ont dit non. Donc il s'est dit, hey, je vais l'adapter en comics, hein, d'autant plus que, comme tu le dis, il avait donc incarné le Joker dans la série animée Batman. Donc il connaissait quand même quelques petits noms de la profession, notamment le TPB de The Black Pearl et une préface par Peter David, qui est quand même pas non plus... voilà. Ouais, ça va. Hein. Qu'il ait cautionné ça, c'est un peu plus surprenant. Et donc, The Black Pearl, ça raconte quoi? Donc, elle est dans les années 90. Ouais, il faut prendre une voix bien, bien typée. Donc la ville, elle est depuis des années sous la menace d'un groupe criminel appelé les Happy Jack Killers. Tu penseras à mettre une musique façon les dessous de Palm Beach, hein, sous ta chronique. Oui, c'est tellement mérité, quoi. Attends, tiens, je vais même la refaire avec la voix. Elle est dans les années 90. La ville est sous la coupe des criminels des Happy Jack Killers. Un soir, une jeune femme est kidnappée par 2 membres des Happy Jack Killers, mais un homme qui suivait la victime intervient et tue accidentellement des criminels. S'enfuyant de la scène de crime, pour la presse qui recherche le sensationnalisme, il va devenir un vigilante mystérieux, le Black Pearl. Ah la vache. Le pire, c'est que ça vu comme tu le décris, ça paraît presque bien. Presque. Alors que c'est pas bien du tout. Non, en gros, c'est Kick-Ass à 15 ans d'avance, mélangé avec Hollywood Night, pour ceux qui se rappellent de cette émission télé. Non, mais c'est vraiment les dessous de Palm Beach, hein. C'est de ce niveau-là, hein. Ah ouais, non, mais moi, le présentateur télé qui crée médiatiquement le Black Pearl, moi, je mettais Robert Davi dans le rôle. Hein. Très bon. c'est... Robert Davi, à l'époque, il jouait dans The Profiler. C'était une bonne série en comparaison de ce machin-là. Ah oui, hein. non, mais en gros, si vous cherchez un comics qui définit les années 90 en comics... Ah ouais, ça c'est bien. Ouais. Bon, est-ce qu'on va en dire beaucoup plus? Oh bah ouais, quand même. Moi, Est-ce que Mark Hamill a fait autre chose que ce comics-là d'ailleurs? En comics, non, je crois pas. Non, j'ai rien trouvé d'autre. C'est pas plus mal. mais le truc, c'est le pire, c'est qu'il y a quand même des idées assez originales, quoi. Il y a un côté très cynique où quand même le héros, c'est juste un putain de stalker
totalement malsain. Mais carrément. Mais c'est ce que je me suis dit dès la 2e page. Mais c'est quoi ce stalker, quoi? Le mec qui remonte le cul de sa voisine avec une longue vue à partir de chez lui, quoi. Mais au secours! Et en dehors de la fameuse victime, quoi, de la fameuse jeune femme, il y a personne à sauver, quoi. Mais c'est ça. Ils sont tous totalement cons, totalement de... Ces gens-là, c'est de la merde. Ah, alors la vache. L'idée est complètement folle, quoi. Ah, je t'en ai un peu voulu, hein. Je le cache pas, hein. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Mais voilà, Mark Hamill qui écrit un comics, on est obligé d'en parler, quoi. Mais bizarrement, en fait, Hamill a gardé les droits pour essayer d'en faire un film. Et il veut le réaliser. Ah bah à l'époque, en plus, déjà dans les années 90, c'était déjà ringard, mais maintenant un truc pareil, c'est pas possible. Non mais il relance à chaque fois. Donc en 2010, à une Comic-Con, il a donc annoncé qu'il était en train de chercher des producteurs pour faire le film. Et apparemment, il a relancé ça. À part Weinstein, je vois pas qui pouvait leur sortir ça. Hein. Oh remarque, il y a le mouvement du Comics Gate, ils doivent aimer ce titre. Ouais, c'est ça, ouais. Et je crois que toi, tu as choisi un titre tout en finesse aussi. Attends juste, est-ce qu'on peut le trouver en VF, Black Pearl? Déjà en VO, on galère. Déjà en VO, j'ai eu du mal à le trouver. Ouais. J'ai galéré pour le trouver sur un site de scan. D'accord, ouais. Bah, même en TPB original, mais on me fait non, ça existe pas. Si, je vous jure, hein, c'est pas la peine de le foutre sous le tapis. On peut peut-être le trouver dans des vieux bouquinistes parce que c'est le genre de truc genre les gens le feuillettent. Ah non, je vais pas acheter ça. À mon avis, Dark Horse va pas le ressortir, ce titre-là. Ah ouais, non, ça, celui-là, si vous le trouvez, prenez-le. Hein. JK Collector. Ah oui, mais tu vois. Bon, le lisez pas, hein, mais prenez-le. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc à faire signer à Mark Hamill en convention. Ah ouais, il sera mort de rire. Ah non, à mon avis, il en est fier. Non, mais il en est fier, c'est ça le pire, c'est que vraiment, les dernières interviews que j'ai vues de lui parlant de ce comics, ça date de 2015. Et franchement, il en parle comme vraiment une œuvre qui compte pour lui, quoi. Eh ben, tant mieux pour lui. Moi, je l'ai déjà oublié. On va enchaîner avec un autre chef-d'œuvre. Ouais. Tu m'en veux, je crois, non? Alors, la mienne mon choix, au moins, il avait le mérite d'être court. Alors, donc, c'est The Good Noir numéro 1, signé Patton Oswalt et au dessin Mike Plug. Alors avant de parler de Patton Oswalt, on va parler de Mike Plug parce que c'est... Alors je sais pas comment le prononcer, Plug ou Plug? Moi j'aurais dit Plug. Bon allez, il y a 2 os, donc choisissez votre camp. C'est une vraie légende du comics, et notamment du comics d'horreur, parce que dans les années 70, il a notamment officié sur Man-Thing, sur du Frankenstein, et sur du Planet of the Apes aussi. Et on lui doit la co-création du Ghost Rider quand même. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. Et ce que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que c'était un élève de Will Eisner. Ce qui est pas étonnant quand on voit son style d'ailleurs. Ah, franchement, c'est super beau ce qu'il a fait. Bah, parce que le comics que j'ai choisi, il est tout pourri, mais par contre, il est vraiment super beau. Tout pourri, il est dans le... Oh si, tout pourri. Il est dans l'esprit de The Goon, quoi. Il est dans l'esprit de The Goon, mais c'est une histoire de The Goon pourri. Ah oui, de toute façon... Alors, venons-en à Patton Oswalt. Qui est Patton Oswalt? Toi, je sais que tu le connais, mais le grand public le connaît peut-être pas forcément, parce que tu parlais tout à l'heure de Bill Hader ou de Seth Meyers, qui sont pas très connus en France, mais Patton Oswalt encore moins. On le connaît peut-être pour son rôle régulier dans la série King of Queens, dans laquelle il avait un rôle récurrent. Mais Oswalt, c'est avant tout un comédien de stand-up, en plus de ses activités d'acteur et d'écrivain. Et notamment, par contre, en tant qu'acteur, il a participé à plusieurs adaptations de comics sur le petit écran. Donc, on a pu le voir dans la série Marvel Agent of S.H.I.E.L.D., où c'était la voix aussi de Happy dans la série du même nom adaptée du comics de Grant Morrison, casé pour la 2e fois dans cet épisode. C'est vraiment une tronche, Patton Oswalt. On reconnaît sa tête, on se dit, ah oui, lui, on connaît jamais son nom, mais on connaît sa tête, quoi. C'est un petit gars avec une bonne petite bouille. Pas un mauvais acteur, d'ailleurs. Hein. Non, c'est un très bon acteur. Enfin, tu lui donnerais pas un rôle à la Schwarzenegger, quoi, mais... C'est un character acteur, ce qu'on appelle en anglais. C'est un acteur de second rôle dont on reconnaît toujours le visage, mais on sait jamais qui c'est. Ouais, c'est ça. Il jouera jamais un premier rôle. Alors, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est que c'est un grand fan de comics. Comme beaucoup de comédiens, d'ailleurs. Hein. Mais il en a pas écrit tant que ça. Il a notamment collaboré avec Brad Meltzer sur la Lightning Saga de la JLA en 2008. Hein, c'est ce qui faisait suite à la Identity Crisis. Il avait écrit un one-shot aussi sur la JLA en 2003. Mais par contre, vous avez peut-être vu son nom assez souvent dans les TPB parce qu'il est très souvent, on lui demande très souvent d'écrire des intros. Oui, des préfaces, ouais. Des préfaces de titres parce qu'il lit beaucoup de comics et vu qu'il a une bonne plume, il en parle très bien, donc il est très bien pour ça. En fait, je t'en ai voulu de ce comics. Parce que donc, en fait, je n'aurais pas choisi ce titre-là, j'aurais pris un autre comics pour DC qui est écrit par Patton Oswalt. En fait, le Batman 600. Ah, ouais. Pas un bon Batman. Non, mais ouais, il a une petite histoire écrite. Ouais, mais bon, il fallait que je choisisse lundi. Il n'y a pas tant que ça de comics indépendants écrits par des célébrités, hein. Ouais.
Ouais, c'est... Alors, The Good Noir, ça parle de quoi? Alors déjà, avant de parler de The Good Noir, on va parler de c'est quoi The Goon. C'est une création d'Eric Powell, qui compte en tout un peu plus de 50 épisodes, qui tient sur un petit peu plus de 15 ans. C'est une série à la fois comique et violente, qui penche clairement vers le supernaturel, puisqu'elle oppose le personnage principal, le Goon, à des morts vivants, des zombies, des fantômes, des ghouls, des mutants, des singes fous, des calamars géants, des gangsters, des extraterrestres, des scientifiques fous, des robots, et j'en passe et des meilleurs. C'est une série exceptionnelle, hilarante, donc à milieu de ce Good Noir numéro 1. Mais c'est la création d'un seul homme. Et sauf qu'Eric Powell, à un moment, il s'est dit que ce serait sympa de laisser les clés du camion à d'autres artistes et auteurs pour qu'ils s'amusent dans l'univers de The Goon. C'est pour ça qu'il a créé donc The Good Noir, qui était une mini-série en 3 épisodes. Et dans le numéro 1, en plus de Patton Oswalt, on retrouve de Steve Niles, notamment le créateur de 30 Days of Night, qui crée une histoire qui est un peu meilleure que celle-là. Alors l'histoire écrite par Oswalt est centrée sur Frankie, donc qui est le super pote du Goon, qui devient jaloux en fait parce qu'il y a un fric qui présente une deuxième mini-tête sur le côté du crâne, va réussir à attirer l'amitié du Goon, et Frankie va régler le problème à sa manière, c'est-à-dire expéditive. Il va tout simplement expulser la seconde tête de cet adversaire, tel un furoncle, pour s'en débarrasser et retrouver sa place aux côtés du Goon. La scène est cool. En fait, les 10 pages du comic se résument juste à cette case, quoi. Il va appuyer, donc ouais, comme pour expulser un furoncle, et voilà, il va crever un point noir, quoi. C'est donc pas l'histoire du siècle, hein. Mais si on veut lire du Goon, vaut mieux s'intéresser carrément aux histoires de Powell, parce que ça, la Patton Oswalt, on comprend pourquoi il avait pas écrit plus de comics après ça, parce que c'est faiblard. Par contre, ouais, non, putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce... Mais c'est sublime, quoi. Oh, c'est ouais, déjà moi en fait Plug, je l'avais découvert quand j'avais vu en fait ses artworks pour John Carpenter sur The Thing. Ouais. Moi c'est vraiment sur la planète des singes. Parce que je vous conseille de lire tout ce qu'il a écrit dans les années 70 sur la planète des singes. Toutes les pages sont des œuvres d'art, hein. En plus, c'est que du noir et blanc. En fait, moi, j'ai découvert a posteriori ce qu'il a fait sur la planète des singes. Mais moi, c'était vraiment avec The Thing de John Carpenter que j'ai découvert. Comment il peut ne pas être plus connu que ça, quoi. Ah oui, en plus, il est connu parce qu'il a créé le Ghost Rider, mais il est même pas resté très longtemps sur le titre, d'ailleurs. C'était un dessinateur de seconde zone des années 70. Qui a un statut un peu culte maintenant, mais qui travaille pas plus que ça, quoi. C'est dommage. Ouais, non, mais ouais, pour Patton Oswalt, alors que moi j'adore le comédien de stand-up. Ah ouais, c'est exceptionnel. Il a un humour vraiment pas sans rire, et vraiment fabuleux. Puis le personnage, enfin la personne en elle-même, c'est... L'écouter de parler comics, c'est un bonheur, un vrai bonheur, ouais. Un vrai passionné. Il connaît tout sur le bout des doigts. Et mais là, ouais, non clairement, il s'est raté, quoi. Tu peux l'entendre parler sur n'importe quoi, donc. C'est une très très grande personne, Patton Oswalt, à défaut d'être un grand homme. C'est marrant que tu dis ça parce qu'il est tout petit. Ouais. Mais ouais, non, c'est un très mauvais auteur de comics. Et je crois qu'en fait, sur tous ceux qu'on a traités aujourd'hui, il y en a aucun vraiment à sauver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens parmi ces célébrités qui aiment le comics, qui aiment ça, mais auteur de comics, c'est un métier. Ouais. Et ce n'est pas Grant Morrison qui veut, hein, n'est-ce pas, Gerard Way? Mais ouais, non, c'est. Alors pour le coup, Gerard Way, c'est un mauvais exemple parce qu'il a écrit du bon comics, lui, mais. Oui, mais bon, il a écrit un bon comics indé. À la rigueur, si quand je te parle d'indé, c'est une vraie création originale, ouais. Contrairement à Patton Oswalt. Bon, Mark Hamill aussi l'a fait, on lui en fait un peu. mais voilà, le truc c'est que CM Punk, Bill Hader et compagnie ont vraiment travaillé sur des créations de Big Two. Ouais. Et le truc c'est que forcément t'es beaucoup moins libre. À la rigueur, tu leur aurais dit vas-y, lâche-toi, fais tout ce que tu veux. Mais tu crois vraiment que CM Punk il avait par exemple sur Thor, il était les mains liées? Non, je pense que on lui donne 8-10 pages à faire comme ça sur la fin d'un annual, je pense qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. En plus, il a remis le dessin. Oui, mais il a fait une histoire hyper plate, quoi. Ouais, mais le truc en fait, c'est qu'il a peut-être pas grand-chose à dire sur Thor. Ben c'est ça. Et qu'il a juste été sur Thor parce que oui, j'ai la chance d'écrire sur Thor. Ouais. C'est à la rigueur, tu lui aurais demandé d'écrire un titre sur un jeune sportif qui galère et compagnie. Je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de choses à raconter. Ouais, je sais pas, ouais, mais en l'occurrence, c'est raté. Hein. Le fait qu'Umbrella Academy soit bon, ça vient que déjà, Gerard Way se considère lui-même comme étant un fric. Ah la Doom Patrol, c'était fait pour lui. Hein. Oui, pourtant, voilà. C'est pas bon. Hein. Ouais, mais bon, c'est plus sa création. Umbrella Academy, c'est sa création, ça parle de lui réellement. Tandis que Doom Patrol, il y a toujours le carcan. C'est sacro-saint parce qu'en plus il est fan. Et ça, c'est ça le pire, c'est que ça sent. Ouais, c'est ça, il est trop fan en fait. Et c'est un titre, il peut pas se permettre de trop le toucher. Je sais pas, je pense que Patton Oswalt te le foutrait sur un titre perso, tu lui dis vas-y.
écris ce que t'as envie d'écrire, on essaie d'adapter ça en comics. Je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose, quoi. Mais là, comme ça, et ouais, bah, non, c'est même pas que c'est mauvais, c'est que c'est anecdotique. ouais, c'est ça. Et ouais, la scène de l'extraction de la tête est... visuellement, graphique, elle défonce. sublime. Ouais, c'est ça. Mais en dehors, enfin, ça se résume à ça, cet épisode, quoi. Mais 10 pages pour arriver à ça. Ouais, non, c'est... Non, puis en plus, ce qui est sympa quand on lit The Goon, c'est le langage qui est très fleuri, les dialogues. Et on sent que Oswald a essayé de faire ça, mais ça marche pas aussi bien qu'en série Powell. Ah, c'est vrai que lui, il a pas un humour gras, quoi. Ouais. Après, peut-être à retenter avec des romanciers, des trucs comme ça, genre de numéro. Genre Brad Meltzer, qui est romancier à la base. Ouais, Brad Meltzer, bah, par exemple, lui, qui était pas auteur de comics, qui a fait une bonne petite carrière en tant qu'auteur à une époque. Bah, il y a Charles Soule aussi, qui est romancier. Bon, il y en a plein des romanciers qui sont mis aux comics. Oui. Même Stephen King en a fait. Oui, là, on s'en serait passé aussi. Hein. Mais Joe Hill, par contre. Le bon exemple, Joe Hill. Ouais, le fils de Stephen. Ouais. Bon,